Un panorama vallonné, tout en douceur, une myriade de collines qui détachent sur l'horizon leur silhouette dodue. C'est depuis le massif des Monédières que nous vous accueillons en Corrèze. C'est un espace surprenant dont l'aspect naturel est trompeur car ce sont bien les hommes qui ont créé il y a des siècles ces paysages de landes à bruyères. Un environnement aujourd'hui menacé. Nous verrons comment des passionnés essayent de défendre ce patrimoine, d'en comprendre la richesse. Puis nous mettrons nos pas dans ceux de la figure du pays, l'accordéoniste Jean Ségurel, pour découvrir le savoir-faire limousin lié à cet instrument. Enfin, nous irons au château de Ventadour où naquit l'un des plus grands poètes occitans du Moyen-Âge. Poésie des lieux, poésie des rencontres, cap sur le pays de Tulle, cœur de Corrèze. Les Monédières, une sorte de marche entre le massif central et le plateau du Limousin. Ce n'est pas la haute montagne, mais avec une altitude de 800 mètres, le climat y est exigeant, très froid en hiver, très chaud l'été. C'est dans cet espace que l'on trouve les landes à bruyères, l'un des écosystèmes les plus singuliers. Un paysage que l'on pourrait croire immuable. Et pourtant, Cédric, éleveur de brebis, constate chaque année d'importants changements dans son environnement. Salut Cédric. Salut. Alors moi je découvre, donc j'admire les paysages, mais pour toi qui vis ici, est-ce que cet environnement, il a beaucoup changé? Alors en fait, il a beaucoup changé ce dernier siècle, puisque avant c'était la lande qui dominait le paysage, et il y a une grande partie qui a été plantée. Donc maintenant on a des forêts de sapins qui occupent une grande surface des Monédières. C'est-à-dire qu'on passe d'un milieu ouvert, ce qu'on a autour de nous, à un milieu fermé, mais dans quelle proportion? Aujourd'hui, les landes ouvertes, il en reste très peu. Il reste peut-être 10 ou 15% de la surface qui est ouverte. Et avant? Et avant, c'était 90%. Ah oui. Cette lande à bruyère, on en parle toujours, mais alors moi, je ne sais pas ce que c'est. Explique-nous. Alors, la lande, en fait, c'est un mélange de plantes. Et effectivement, c'est la bruyère qui domine ces surfaces-là, la bruyère calune, qui devient violette au mois d'août. Mais on va trouver en mélange beaucoup d'autres plantes, comme la myrtille, ici, voilà, qui est en fleurs, qui vient juste de mettre ses premières fleurs. Selon les espaces et selon l'usage qu'on en fait, c'est ou la myrtille qui va dominer, ou la bruyère, ou l'herbe. Si ton troupeau n'était pas là, on ne verrait pas toutes ces landes à bruyère. Voilà. Il y aurait peut-être des arbres ici. Si le troupeau n'était pas là, c'est sûr qu'on aurait en fait une friche, c'est-à-dire des sorbiers, des ronces, qui peu à peu seraient devenues une forêt de bouleaux puis une hêtraie. Mais aussi la façon dont je vais venir avec ce troupeau-là va donner tel ou tel aspect à la lande. C'est-à-dire qu'on va avoir, comme on le voit au fond, des vieilles bruyères, c'est-à-dire avec des calunes très, très âgées et qui sont des zones sur lesquelles on va venir pâturer pendant l'hiver, parce que la ressource fourragère est là. Et là, on est sur une lande beaucoup plus jeune, tu vois, où la bruyère est assez peu présente, où il y a beaucoup d'herbage. Et c'est là où on va venir pâturer au printemps avec les brebis suivies de leurs agneaux. Alors, c'est quoi comme race pour pouvoir résister justement à ce climat d'ici des Monédières? Alors, c'est de la brebis limousine. Ah, donc il n'y a pas que la vache, il y a aussi la brebis limousine. Il y a aussi la brebis limousine. Et la brebis limousine, c'est la brebis qui est liée aux Monédières et au plateau de Mille Vaches. Donc c'est une race qui est vraiment spécifique à ce territoire et qui est vraiment liée à ce milieu-là. Voilà. Wow. Un petit noir et blanc. Ah, c'est craquant. Hein, oui, ils sont jolis, ouais. Ah ouais. Voilà, c'est un petit agneau né double. Tu vois, il doit avoir son frère ou sa sœur qui est là. Des jumeaux, quoi. C'est des jumeaux, oui. Il y a un certain nombre d'agneaux qui naissent à deux.
On comprend que tu n'es absolument pas dans une approche productiviste. Bien évidemment, il faut vendre, mais si tu as à choisir entre qualité et quantité, le choix est vite fait. Mais en fait, on fait les deux. On est très productif, on a des très bons résultats sur nos productions, notamment sur l'ovin. Mais on a un mode de production qui privilégie en fait, la capacité du milieu naturel à donner des choses. Et à donner pour nos moutons une nourriture. Et à donner aussi ici des fruits, des myrtilles qu'on peut transformer derrière. Il y a une philosophie derrière. D'une bonne articulation avec les capacités qu'a le milieu naturel à nous accompagner. Les monédières, c'est une ambiance qui vous mène vers un ailleurs. Des lumières qui vous transpercent. Rien d'étonnant à ce qu'ici fleurissent les belles idées, poussent des vocations comme celle qui anime Jean Maison. Après une enfance passée à Paris, il décide à 18 ans de revenir à Saint-Augustin, le village familial, pour développer une activité d'herboristerie. C'est aujourd'hui l'un des plus grands connaisseurs en Europe des plantes sauvages à usage médicinal. Marcher en sa compagnie, c'est l'assurance de découvrir l'extraordinaire dans un fourré d'aspects anodins. On va s'arrêter sur la bruyère. Donc là, on est sur une présence de Calluna vulgaris, qui est en fait la plante emblématique de la lande à Calune, la lande à bruyère. Des études ont été faites, notamment sur la consommation par les moutons dans des zones comme celle-là, que la consommation régulière des pointes de bruyère était antiparasitaire. Mais ses qualités médicinales sont innombrables, diurétiques, drainantes. C'est-à-dire y compris pour les hommes? Bien sûr. Oui. Ça se consomme, entre guillemets, comment ça? En tisane. Et d'ailleurs, c'est extrêmement agréable à boire. Bon, là, on a des jeunes pousses de myrtille. Donc ça fait aussi partie des plantes emblématiques du massif des Monédières. C'est la myrtille dont on fait les gâteaux, les confitures, mais c'est aussi une extraordinaire plante médicinale. C'est-à-dire, ça soigne quoi? Alors, ça a des propriétés bactéricides. C'est un stimulant général. Là, si je le mange, voilà. Là, c'est vrai? Oui. Bah oui, ce serait dommage de la ramasser, de ne pas la consommer. C'est pas le... Alors, j'aime pas du tout le goût de la myrtille, parce que finalement, ce qu'on a mangé, là, c'est la feuille. C'est ça, avec la petite... le début du bouton floral. Ouais, on le voyait. Hein. Jean, ce savoir-faire, il est ancestral, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de le perdre? Vous savez tout ça, mais on est beaucoup à l'avoir oublié. Je ne crois pas qu'il y ait de risque de le perdre. Ce qu'on risque de perdre, principalement, c'est l'espace libre. La ressource, c'est le point clé pour demain. Et ensuite, le respect de la ressource et la gestion intelligente et raisonnée de l'espace. On ramasse de cette façon. Donc on n'arrache pas, bien évidemment. Alors, l'avantage de la faucille, c'est qu'on tient la plante au moment où on coupe, et donc on ne tire pas sur le pied. Si on tire sur le pied, évidemment, on risque de la déstabiliser et d'entraîner une sécheresse, un dépérissement. Les coupes qui se font de façon mécanique sont également faites chez nous avec des outils à doigts. La plante est quelque chose d'extraordinairement généreux, et on se doit d'avoir un comportement le plus loyal avec elle. La loyauté, j'aime vraiment bien ce mot. Avec Jean, la curiosité est toujours récompensée. Quand ce n'est pas une plante qui nous interpelle, ce sont des trésors historiques qui surgissent de la lande, témoins d'une histoire humaine ancestrale. Bon, on arrive ici au Fanum des Jaillants, c'est-à-dire un temple romain du 1er, 2e siècle, qui s'est installé, qui s'est implanté sur un lieu, puisque le lieu Les Jaillants est un mot de patois corrézien et limousin qui veut dire géant en français, et qui est de tradition celtique, bien sûr. Oui, c'est un site qui est occupé depuis 2-3 000 ans avant Jésus-Christ. On a retrouvé des traces archéologiques anciennes, ce qui montre évidemment une occupation très importante
ici, apparemment, si on en croit la guerre en Gaule, César nomme 20 000 cavaliers les Movices qui partent de l'ensemble du Limousin. Donc les Movices, c'est les Gaulois, c'est les ça, Celtes. les Celtes. Ça veut dire, qui a donné le nom d'ailleurs au Limousin. Et ce qui montre également que pour faire partir 20 000 cavaliers, il faut tout ce qui va avec. Il faut du fourrage, il faut les équipements, il faut les hommes qui vont avec, il faut les charrettes de foin pour nourrir le bétail jusque là-bas, etc., etc. Donc on a une occupation agricole déjà très importante. Ce territoire est entièrement lié à la vie des hommes et donc à l'agropastoralisme. Et avec l'évolution notamment d'une économie très urbanisée et concentrant l'activité autour des grands centres urbains et des grandes villes, eh bien, les populations ont migré vers les lieux de travail. Là, on est aux Cascades de la Tine, c'est la Corrèze sauvage, et qui conserve un caractère extrêmement vif. Cette course de l'eau, cette eau vive, cette eau merveilleuse, eh bien là on est au cœur d'un des lieux les plus pittoresques du massif. C'est un endroit qui ressource. C'est le propre de cette région, ce sont des lieux qui ne payent pas de mine, c'est des petits lieux. Les petits lieux au sens de leur simplicité, de leur modestie, mais en fait de leur unité avec l'homme. Jean, vos paroles, votre regard sur ces monédières, je vous sens vraiment dans une relation très intime avec elles. C'est un émerveillement, mais qui n'est pas, c'est pas ostentatoire, c'est pas plein feu. Il faut aller le chercher avec discrétion. Vous sentez une responsabilité aussi par rapport à cette terre. Quand on vit dans un tel lieu, on a d'abord des devoirs. Mais ça va de soi qu'il faut protéger. Protéger, pas pour protéger, c'est pas surveiller et punir. C'est protéger pour permettre la suite des événements. Faire en sorte que d'autres, après nous, dans cette continuité, soient en phase avec cette terre absolument accueillante. Il faut croire que, comme les plantes, les hommes des monédières ont de telles racines que chacun à leur façon, ils expriment leur attachement à cette terre. Prenez Jean Ségurel, né ici en 1908 à Chaumeil. Son nom ne dit probablement rien aux plus jeunes et pourtant à partir des années 1930, ce fut l'une des plus grandes stars de l'accordéon. Il a vendu 10 millions d'albums, composé plus de 600 chansons, dont la plus célèbre, qui a fait le tour du monde, s'intitulait, devinez comment, Bruyère corrézienne. C'est en plein centre de Tulle, dans le cloître de l'abbaye Saint-Martin, que nous retrouvons l'accordéoniste Sébastien Farge. Avec son dernier album aux accents jazzy, il donne une deuxième jeunesse aux compositions de Jean Ségurel. Les notes s'envolent vers le clocher de la cathédrale Notre-Dame avec son immense flèche en granit rose posée au XIVe siècle. Jouer de la musique au pied de l'un des plus beaux clochers de France peut surprendre, quoique. Quand on dit patrimoine, forcément on pense aux monuments. Mais pour moi, peut-être parce que je suis musicien, le patrimoine, on a Jean Ségurel en Corrèze. Quand on arrivait en Limousin, quand on arrivait à la gare de Limoges, il y avait une petite phrase musicale qui était ping dan ban dan 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 ban. Bruyère corrézienne, ça se situait. Ah, on savait où on était, rien qu'avec ces quelques notes. On était arrivé en Limousin, on arrivait en Corrèze, forcément.
Sébastien, musicien, mais depuis quelques années directeur artistique d'un festival qui est incroyable, qui va bientôt fêter ses 30 ans, hein, dans quelques années. On s'y approche. C'est quoi l'ambiance des Nuits de Nacre dans Tulle? La fête. C'est le partage. C'est à la fois un festival où les gens déambulent partout dans la ville, où on rencontre l'accordéon dans sa plus grande diversité. On veut véritablement faire découvrir toutes les facettes de l'instrument à toutes les générations. Il faut qu'il y ait du croisement, il faut que ça soit intergénérationnel et qu'on partage des beaux moments autour de cet instrument. Tulle et l'accordéon, c'est une histoire d'amour centenaire. La ville abrite en effet le dernier fabricant français de cet instrument, la maison Mogin. La manufacture, créée au début du siècle dernier, fut l'un des fleurons du patrimoine musical. En 1939, l'usine de 3000 m² comptait plus de 300 ouvriers. Pourtant, la maison Mogin a bien failli disparaître. Placée en redressement judiciaire en 2013, elle a été sauvée de peu. Quel sens ça avait pour vous de sauver la maison Mogin? C'est sauver un patrimoine vivant et c'est poursuivre l'œuvre de nos fondateurs. J'ai découvert un univers que je ne connaissais pas et dont je ne soupçonnais pas la ressource musicale. 8000 pièces pour certains instruments dans un accordéon. C'est énorme, 8000 pièces. Et c'est de l'horlogerie suisse, c'est pas des parpaings. Non, mais c'est énorme. Et puis, ce qui m'a impressionné aussi, c'est les gestes. Par exemple, des ressorts. Ce qu'il faut, c'est que les ressorts soient de la même tension. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir un geste régulier. Parce que sinon, vous allez avoir une note qui va être plus dure que l'autre. Ou alors, vous allez les avoir posés, ça va être un champ de patates. Ce sont des ouvriers qui sont vraiment dans le haut de gamme. Moi, je les appelle des compagnons. Ouais. Pour moi, c'est du compagnonnage parce que c'est un apprentissage long. Au début, il faut faire des choses qui semblent insignifiantes. Il faut être humble et puis on grandit avec ça. Et il en faut du savoir-faire pour dessiner, découper, usiner, meuler, clouer, coller, assembler, ajuster les éléments. Ces soufflets en carton reliés en peau de chevreau, ces caisses en bois, ces tiges en métal, ces boutons en nacre. Eric, si demain vous voulez un accordéon, on vous le fera sur mesure. Enfin, il faut déjà que j'apprenne à jouer quand Ah mais même, ça, hein. c'est rien, ça se fera vite. Alors, vous savez, quand on dit accordéon, au départ, c'était accordillon. Et dans accordéon, il y a le mot accord. Et la particularité de cet instrument, c'est que c'est des accords préfabriqués. C'est-à-dire, vous appuyez sur une touche, vous avez Do majeur à gauche, Do mineur et Do 7. Quand vous jouez sur scène de cet instrument, vous vous sentez un peu redevable voilà, par rapport à tous ces gens qui l'ont fabriqué? Mais bien sûr. C'est une écoute, c'est un partage. Et je crois que c'est le partage qu'il peut y avoir entre des gens qui savent, si je peux me permettre, manier l'outil et avec des musiciens qui essayent de manier leur accordéon et leur instrument. Et je crois que c'est le lien qu'il peut y avoir entre tous ces acteurs qu'on arrive à faire d'excellents accordéons. L'histoire de l'accordéon à Tulle est si importante que la ville compte ouvrir prochainement un musée. Depuis 1987, une importante politique d'acquisition a été lancée. Karine Lhomme nous ouvre les portes, habituellement fermées, des réserves du pôle accordéon. 500 pièces, la collection publique la plus importante de France. Il y a des accordéons, des mélodéons, des bandonéons, toute une gamme d'instruments qui qui nous permet en tout cas de retracer l'histoire et l'évolution de cet instrument incroyable. Quelle variété de décors, hein, le rouge, rose pétant, là on est plutôt dans des noirs, des gris. C'est à chaque fois une période? Exactement, chaque instrument s'inscrit dans la mode de son époque et en fonction, on a utilisé des matériaux différents, du bois ou ici par exemple les premières matières plastiques. Et puis il y a aussi des instruments qui ont appartenu à des musiciens célèbres. Nous avons par exemple ici dans la collection l'accordéon Cavagnolo de Marc Bonnel qui était l'accordéoniste d'Édith Piaf. Il avait demandé après son décès que cet accordéon soit conservé ici et ne soit plus joué. Alors ici sont rassemblés quelques-uns des instruments les plus anciens de la collection. Ce sont des instruments qui datent du 19e siècle
et qui sont vraiment en quelque sorte les ancêtres de l'accordéon que l'on connaît aujourd'hui. Celui-ci date de 1835 et ensuite on va voir que l'instrument va très vite évoluer et en tout cas va devenir un véritable petit objet d'art. On peut le déplier et observer par exemple ici, voilà la richesse de ces décors sur papier. Au début de son histoire, l'accordéon est un instrument plutôt réservé à la bourgeoisie que l'on utilise dans les salons. Il faudra attendre ensuite 1880 pour que l'accordéon sorte des salons et aille dans les campagnes et dans les villes. Surprise totale. Là, on pousse une porte, on est carrément devant une boutique. C'est la boutique de Martin Caïla qui se trouvait à Paris, rue du Faubourg Saint-Martin, au numéro 33. Et c'est une boutique qui a été entièrement démontée, transférée et remontée ici avec sa devanture et tout son intérieur. Martin Caïla, c'était une figure incontournable du milieu des Auvergnats à Paris. C'était un musicien, joueur de cabrette. Et très vite, quand il monte à Paris, il monte dans l'ambiance des bals musettes et il découvre que l'accordéon remplace petit à petit la cabrette dans les bals. La cabrette, en fait, c'est presque une cornemuse, on pourrait dire. C'est effectivement le même type d'instrument. C'est aussi ce qu'on appelle la musette, d'où le nom de bal à la musette, puis de bal musette ensuite. Martin Caïla, il va avoir une activité très importante par rapport à toute cette mémoire musicale du Massif central. Il va éditer des partitions, il va aussi produire des disques sous la marque Le Soleil et il va contribuer à faire connaître toutes ces musiques, tout ce répertoire et il va le sauvegarder. Et dans cette boutique ici, régnait une ambiance incroyable. Tous les vendredis après-midi, se réunissaient ici les musiciens, les chanteurs, les accordéonistes. Tout le monde venait ici à la recherche d'une partition ou pour trouver un contrat pour un bal ou une noce à faire. Pour finir nos escapades, nous partons à l'assaut d'un site hors norme à 35 km de Tulle. Perché sur un éperon rocheux tel un cuirassé de pierre flottant sur un océan de verdure, voici le château de Ventadour. Ces ruines imposantes disent l'importance, la puissance des seigneurs de cette vicomté. Mais si Ventadour est célèbre dans le monde entier, ce n'est pas pour ses faits d'armes. Nous sommes en fait dans une place forte de la poésie occitane. C'est ici que vécut un des plus grands troubadours de l'époque médiévale, Bernard de Ventadour. Il faudrait peut-être préciser ce qu'est un troubadour. Et troubadour, c'est celui qui trouve les mots, la musique, celui qui crée la poésie, qui la compose en fait. Ceux qui étaient troubadours dans cette société médiévale, c'était quelle classe? Alors, généralement, c'était plutôt des nobles. Mais Bernard a la particularité, lui, d'être fils de servant du château. Simplement, le vicomte l'a pris sous son aile et lui a donné une éducation assez poussée. Bernard de Ventadour, il a écrit et composé beaucoup de chansons, de poésie. Il nous en reste environ 45 et parmi les plus connus, il y a évidemment l'Alouette. Con lei la lauseta mover rejoica salas contrarai che sublide la saciazer e la dulçur calcoliva. Le cœur de la poésie occitane, c'est évidemment l'amour et l'amour courtois. Ah, qu'est-ce que c'est l'amour courtois? Alors, la fine amour en occitan, c'est un chant d'amour à la dame. Il utilise des pseudonymes. Ça permet que cette dame soit en fait un absolu, une image de la dame et de la poésie. L'un des plus grands poètes occitans, il est du Limousin. Mais on est sur une terre occitane. On parle l'occitan ici, l'occitan limousin. Et d'ailleurs, les troubadours ont contribué à établir la langue pour qu'elle se perpétue dans les siècles. Quand on parle d'Occitanie, instinctivement, on se rapproche un peu des Pyrénées. On n'imagine pas que ce territoire était aussi immense. On partage avec l'Aquitaine une culture et une langue qui sont, nous les troubadours, sont les plus grands représentants, les plus grands poètes. On a une histoire partagée, c'est évident.
Qu'il s'agisse de transmettre l'art des troubadours pour faire résonner aujourd'hui encore la poésie occitane, de fabriquer avec passion un instrument pour sauver un savoir-faire artisanal ou de favoriser des pratiques agricoles ancestrales pour sauvegarder des paysages, finalement la démarche est la même. Ventadour, Tulle et Monédière ont beaucoup plus en commun qu'une simple proximité géographique. Les hommes et les femmes que nous y avons rencontrés savent que c'est en intégrant l'histoire d'un territoire que l'on peut construire sa modernité.